Ça a commencé par un Américain du Nord optimiste, ça finit par un Américain du Sud critique. Alors, j'avais préparé un PowerPoint très très bon. Je crois que l'Américain du Nord me l'a piqué. J'ai dû faire dans un carton de Pizza Hut, j'ai dû faire mon intervention. Bon, on va s'arranger comme ça. J'ai des mauvaises nouvelles, comme dirait Michel. Une, je n'ai pas de projet pour sauver des millions de vies, contrairement à mes prédécesseurs. C'est horrible. C'est horrible. Alors, je suis désolé. Je vais commencer mon petit truc sur les trucs de Pizza Hut. L'espèce humaine, elle a connu 3 grandes ruptures. La première est celle qui la rend humanité. C'est la rencontre avec la langue. La deuxième, c'est la rencontre avec l'écriture. Et la troisième est la révolution digitale, effectivement. Dans ces 3 ruptures, l'humanité a eu exactement la même idée. L'idée judéo-chrétienne platonicienne de se débarrasser du corps. Avec la langue, on a voulu devenir pure langue. La langue était la vérité. Platon nous explique que le monde, les ciels des nombres, n'est-ce pas, est la vérité, et que nos corps corruptibles sont un reflet, les simulacres. Avec l'écriture, pareillement, il y avait l'écriture sacrée, qui était la vérité. Eh bien, le digital est arrivé, c'est le dernier, et il nous dit aussi, on va se débarrasser du corps, finalement, c'est la nouveauté. La nouveauté, ça fait des millions d'années que la pauvre petite espèce humaine essaie de se débarrasser de son corps. Alors, dans le digital, il y a quelque chose de très nouveau. C'est que c'est la même chose que toujours, d'une part. D'autre part, effectivement, c'est qu'avec la langue, l'espèce humaine a eu des conflits pendant quelques millions d'années. Avec l'écriture, depuis 5000 ans. Donc, on a colonisé un peu. Avec le digital, alors là, ça arrive à une rapidité que la conflictualité va être compliquée. Bon, on veut tout modéliser. Il faut tout modéliser. C'est très compliqué, mais on parlera. Jean Copin, journaliste à l'IB, avec lequel on a fait un petit jeu. Lui, pendant 1 mois, il a étudié dans le web tout ce qu'il y avait sur la Tunisie. Et j'ai un copain, le gros Robert, qui est allé au Club Med en Tunisie. Pendant 1 mois. Quand le gros Robert est revenu, on l'a mis à côté du mec de Libé et on a dit, lequel de deux connaît mieux la Tunisie? Alors effectivement, si nous pensons comme la renaissance digitale, que tout est information, les mecs de Libé, ils avaient beaucoup plus d'informations sur la Tunisie. Mais il y a une différence entre information et connaissance. Le gros Robert avait mis son corps dans la Tunisie. Vous comprenez? Son corps avait été affecté, c'est-à-dire ce truc corruptible, le corps. Vous avez entendu parler? Alors effectivement, le problème du mec de Libé, c'est qu'il ne pouvait pas tout modéliser, Il avait des limites. Il y avait toujours du bruit. Là, le bruit était les gros Robert, effectivement, le corps du gros Robert, qui n'était pas tout à fait encore modélisable. C'est dommage. C'est dommage si vous connaissez Robert. Alors, le problème, c'est que pour Robert, il y avait des limites. Larges, mais des limites. Et donc, les limites lui permettaient d'avoir quelque chose d'absolument aberrant pour notre époque digitale, du sens. En tant que les journalistes de l'IB, dans une information illimitée,
il y avait du mal à donner du sens. Parce que comment donner du sens si l'information elle est illimitée? Comment donner du sens si c'est l'infini? Ah, peut-être que les corps du gros Robert étaient la condition pour avoir du sens dans la vie. Peut-être, je dis. Alors, les limites de Robert, les failles de Robert, c'est ce qui permettait que la vie ait du sens. En tant que, pour les journalistes de l'IB que je nommerai pas, sauf à la fin, effectivement, il pouvait avoir des défaillances. Il y a une différence énorme entre les failles structurant la vie et les défaillances d'une bécane. Croyez-moi sur parole. Alors, effectivement, on veut augmenter. On va augmenter l'homme, on va faire mourir la mort. L'autre jour, j'étais dans un congrès des transhumanistes et j'arrive, je me crus revenu à mes années d'internat en psychiatrie. Il y avait une nana qui intervenait très, avec véhémence. Elle disait, et si on veut mourir dans une société transhumaniste? Et il faut la médiquer. Je dis, il faut la médiquer. Je me suis même fâché avec celui que j'ai pris pour l'interne des gardes parce que j'ai dit, tu as une nana qui dit qu'elle veut avoir le droit de mourir et tu ne la médiques pas. Et alors, sans parler de ces mondes fantastiques dans lesquels en Afrique et en Amérique du Sud, les amis, on a le droit de mourir, et même jeune. Alors, effectivement, on veut augmenter. Alors, à la NASA, il y a des études très, très sérieuses pour dormir moins. Parce qu'effectivement, ça sert à quoi de dormir? Dormir moins. Réduire les temps de sommeil. Je crois entendre dire aussi qu'on pourrait profiter du temps de sommeil, mais bon, je ne vais pas quand même me moquer de tout le monde parce que vous mélangez en sortant. On veut améliorer la mémoire. La mémoire animale et la mémoire humaine fonctionnent sur un principe fondamental, l'oubli. Une mémoire humaine et animale en général, mais la mémoire humaine, tant qu'elle est saine, tant qu'elle n'est pas dans un devenir de psychotisation, de dissociation, elle fonctionne sur la transformation des souvenirs et l'oubli. Alors, pour ceux et celles qui encore lisent avec des papiers, il y a mon compatriote Borges, Jorge Luis Borges, qui a écrit un très bon conte qui s'appelle Funes le Mémorieux, qui est un mec qui subit la torture terrible de ne pas pouvoir oublier. Alors, finalement, on dit, on veut vaincre la mort. J'ai un copain, Pedro, qui lui travaille dans mon équipe de biologistes avec des nanos, donc je ne suis pas un obscurantiste total, qui m'a dit, mais Miguel, tu as raison, mais moi, si on me donne un ticket pour 100 années encore, je les prends. Mais vous savez quoi? Pedro, qui était résistant à l'époque de la dictature, Pedro qui a trouvé ses vaccins grâce aux nanos pour un mal que peut-être certains connaissent, le Chagas-Maza, qui est un mal de la pauvreté, toute cette force que Pedro a mis pour résister à la dictature, pour faire la recherche, il l'a mis parce qu'il savait qu'il avait le temps compté. Si quand tout à coup, Pedrito, il doit passer l'arme à gauche, on lui dit, écoute Pedrito, bonne nouvelle, il y a Alexandre qui va te donner 100 ans de plus. Ben, le mec, il dit, ben non. Et la dimension tragique de la vie, et l'essence de ce que j'ai fait jusqu'ici, non. Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire, parce que d'un point de vue d'un organisme vivant, l'étropisme à l'augmentation, il est 100%. Si on vous dit, vous voulez vivre 100 ans de plus, 100% oui. Mais un organisme obéit à des mécanismes complexes et contradictoires dans lesquels les tropismes pour arrêter, ils sont aussi 100%. Tant que nous ne pouvons pas, dans nos laboratoires, travailler la science, elle est prisonnière des crédits qui veulent l'augmentation. Tant que dans nos laboratoires, on ne pourra pas travailler sur les limitations organiques qui poussent à ces tropismes 100% d'augmenter, mais 100% d'arrêter, 100% d'être réveillé, mais 100% de dormir,
on ne comprendra pas pourquoi notre société a beaucoup de vieux, mais il y a très peu d'anciens. Très peu d'anciens. Alors, effectivement, il y a un copain, un collègue, Alain Cardon, qui travaille dans l'intelligence artificielle, vous devez connaître, qui a dit, c'est vrai, il y a des failles, les failles sont très importantes. Donc, il a construit un système de conscience artificielle et il a introduit une faille. Je vous dis comme ça rapidement, il a vendu à l'armée de l'air française à quelques millions d'euros un système de conscience artificielle avec un bug. C'est une bonne idée. Je dis juste comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a tant de petits génies de la Silicon Valley qui envoient leurs enfants à des écoles sans écran, sans digital, et dans lesquelles on apprend les grecs et les latins anciens? C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Alors nous sommes entre deux fascinations. La fascination de toujours plus, et on y va à la fuite en avance, et la fascination de la tradition et les limites religieuses ou les limites moraux. Les deux sont fascinants. Vous voyez bien la montée des intégrismes qui disent il faut des limites. Chez nous, c'est un peu plus sympa. C'est la Pachamama, la mère terre, vous voyez. Mais donc, la fascination des limites qui viennent d'en haut et la fascination de la fuite en avant qui va par là. Au milieu, nous, on va se faire ratatiner comme à chaque fois. On n'est pas fascinant, mais ça vaut la peine parce que ça ressemble beaucoup à une vie. Je vais vous dire une consultation en gériatrie, psychiatrique bien sûr, neurologique, que j'ai eue il y a quelques jours. Il arrive un monsieur de 90 ans qui est en très bon état, sauf que bon, il traîne un peu la patte, je ne sais pas quoi, bon, en bon état, et il me dit, je lui dis, il ne faut pas aller à une institution, il ne faut pas aller. Il me dit, mais vous savez, moi, pour faire un café, je prends une demi-heure. Je lui dis, mais vous savez, faire un café, là, prêtez attention parce que c'est la chute, s'il vous plaît. C'est émouvant. Faire un café, c'est justement cette demi-heure dans laquelle tu passes entre les meubles parce que tu ne bouges pas très bien, tu vas chercher le café qui est en haut, tu dis mais ma femme n'a pas acheté le café, oh oui, acheté le café. Et prendre un café, l'objectif, ce n'est que la toute petite congrue partie de la chose qui nous permet de nous mettre en mouvement. Alors toute cette magnifique machine performante qui nous permet d'être connectés en permanence comme ça, font qu'un café soit une perf de caféine et non pas ces moments, cette demi-heure de vie de mon patient, que d'un point de vue gérontologique, ce sont les problèmes pour faire les cafés qui les maintiennent en vie. Là, c'était la chute.